Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo sur le call replay. Normalement, tu devras regarder cette vidéo sur le site internet. Bonsoir à ceux qui sont avec moi. Nous sommes le 12 janvier 2020. Ça fait un an que cette académie de trading a été créée. Oui, c'est à peu près, elle a été créée à ce moment-là. Donc ici, je donne le cours numéro 4 d'introduction. Alors, il y aura un peu de décalage, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il faut que tu aies déjà regardé la vidéo 3 sur 5, donc choisir tes actifs, notamment 2021, je suis désolé, merci Wesley, notamment la vidéo qui te dit comment choisir une paire de Forex et pourquoi on accorde une telle importance aux actions et à la fondamentale. Pour le reste, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, il y aura quand même pas mal d'éléments qui vont vous permettre de comprendre. Le plus important, c'est de prendre de quoi noter, ça je le dis toujours, prenez de quoi noter. Et aussi, le contenu a été préparé à des fins d'information pédagogique et éducative uniquement, et ne constitue pas et ne peut pas être interprété comme un conseil personnel. Les informations ne doivent pas être confondues avec des conseils d'investissement, mais plutôt des exemples éducatifs de l'application de l'analyse technique des marchés. Point très important, j'aime bien le dire, mais la seule personne responsable de votre succès, c'est vous et uniquement vous, peu importe la formation que vous allez prendre, peu importe ce que vous faites sur les marchés, peu importe les signaux que vous allez acheter, que je ne recommande pas de faire d'ailleurs, la seule personne responsable de votre succès, c'est vous. Comme d'habitude, petite mise en garde légale, le vol de propriété intellectuelle est puni et régi par la loi sur le droit d'auteur, LDA 231.1, alinéa 10 et 19. Je me représente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chris Dienda, je suis entrepreneur en agence de communication. J'ai commencé le trading en janvier 2019. Plus de 300 élèves dans mon académie, plus de 4500 membres sur Telegram et je vous remercie les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et pendant l'année 2020, j'ai eu pas mal de belles positions, notamment 16 000 pips sur l'or et 10 000 j'ai chopé par exemple une vente à 10 000 pips. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je viens, moi, pour ma part, officiellement, de passer dans la case des gens qui ont plus de 2 ans de trading. Donc ça, c'est très important pour ceux qui sont dans le VIP ou qui vont arriver dans le VIP. Rappelez-vous, je vous ai dit, le plus important pour nous, c'est d'arriver ici. Et donc, en gros, d'avoir l'équivalent de comme si on avait notre master en trading. Notamment dans des vidéos psychologiques, je vous dis que lorsque vous êtes ici, lorsque tout le monde est arrivé dans le monde du trading, tout le monde s'est dit « Ah ouais, voilà, moi je suis devenu Warren Buffett, Elon Musk, je suis devenu millionnaire, ça y est, je vais acheter la Lune, la Ferrari, je vais mettre la daronne à l'abri, comme certains aiment bien le dire. » Et puis, au fait, 50% des gens qui sont arrivés au bout d'un mois se rendent compte que c'est un vrai travail, surtout notamment quand on arrive au bout des 3 mois, quand on a accumulé des bonnes pertes, là ça devient difficile et puis généralement on ne tient pas jusqu'aux 2 ans parce que si on ne se forme pas et on ne décide pas d'être sérieux, en fait on fait que perdre de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent et à la fin on se dit que c'est pas fait pour nous. Donc, j'aimerais vous dire vraiment qu'il faut prendre le trading comme quelque chose de sérieux, quelque chose qui va vous donner des résultats, quelque chose qui peut vous permettre d'aller chercher à l'avant. Donc, la chose la plus importante, je récapitule juste la chose qu'on a dit dans le cours numéro 3 sur 5, c'est que la bourse et le trading et l'investissement financier. Donc, du coup, c'est ce qui permet tout simplement, moi j'aime bien donner un exemple très simple, c'est pour dire aux personnes d'acheter et de vendre. À quoi ça sert? Juste simplifier, réguler, mettre à disposition. Pour parler très vulgairement, c'est comme si, au fait, tout simplement, la bourse, c'était le Bon Coin, ou eBay, ou Anibis pour les Suisses. C'est la structure pour acheter. Et j'aimerais juste vous poser une petite question, histoire qu'on comprenne bien l'importance de ce que ça veut dire. Si vous avez une voiture à vendre aujourd'hui, vous pouvez la vendre à votre frère, à votre père, ou à un ami, ou à un collègue de travail. Mais vous pouvez la vendre aussi sur le Bon Coin. C'est juste ça la bourse. Et pour rentrer sur le Bon Coin, ben, c'est gratuit ou vous allez payer. Et ben, pour rentrer en bourse, on va avoir certains critères et puis c'est tout. Parce que ça, c'est clair pour tout le monde. Cette notion très simple de ce que c'est la bourse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans votre tête, il faut juste vous dire que quand vous rentrez sur les marchés financiers, vous rentrez sur le Bon Coin, vous rentrez sur eBay et vous venez chercher ce qui vous intéresse par rapport à votre capital et ce que vous voulez faire. Et comme je dis, il y a plusieurs marchés possibles. Les actions, le forex, les indices, les obligations, les crypto-monnaies, les matières premières. Et il faut avoir, ce n'est pas une liste exhaustive, et il faut bien avoir conscience qu'il y a une différence entre le trading et investir. Mais ce n'est pas le but du call. Bref, rentrons dans le but du sujet. Choisir ses actifs, les indices boursiers. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Est-ce que vous êtes bien connecté? Est-ce que vous êtes prêts qu'on puisse commencer? On a fait la petite introduction.
Ok, très bien. Les indices boursiers. Avant de parler des indices boursiers, il va falloir définir qu'est-ce que c'est qu'un indice. Alors, je sais, certaines personnes risquent de se dire, et vont peut-être déconnecter ce call ou ne regarderont pas cette vidéo jusqu'au bout et se diront, ça ne sert à rien, je n'ai pas besoin de ça. Et pour moi, c'est une très grosse erreur. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui perdent de l'argent. C'est parce que vous ne cherchez pas à comprendre ce que vous faites. Qui deviendrait boulanger sans comprendre comment sa farine elle est composée? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste, ah non, moi, je veux faire du pain, moi, je vais le mettre dans le four. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un indice? Un indice. J'attends vos réponses. Un indice. Qu'est-ce que c'est? Comment vous définirez un indice? Comment vous, à votre mère, vous direz c'est un indice? En replay aussi, faites l'exercice, même si vous n'êtes pas avec nous en direct, mais faites quand même l'exercice. Qu'est-ce que c'est qu'un indice? J'attends que vous tapiez. Je pense que certains sont en train de faire des phrases, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je vais patienter. Alors, n'allez pas sur Google. Le but, ça représente les performances économiques de plusieurs entreprises cotées en bourse. C'est faux. Un indice, c'est un regroupement de plusieurs actifs, plus ou moins vrai. La somme valeur des meilleures entreprises, c'est faux. Là où les entreprises, c'est faux. Un ensemble d'entreprises cotées en bourse, c'est faux. Capitalisation de plusieurs entreprises, c'est faux. La valeur de l'économie, c'est faux. Un indice, pour faire simple, c'est un groupement d'actifs financiers utilisé pour donner un indicateur de performance d'un secteur particulier. Je pourrais, par exemple, créer l'indice des jeux vidéo qui n'existe pas, mais je pourrais le créer. Et comme les indices sont les seuls indicateurs d'un mouvement collectif d'une catégorie d'actifs, ils n'ont pas de valeur physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux décider de créer aujourd'hui un actif que je vais appeler par exemple l'actif des téléphones. Je prends Samsung, je prends LG, je prends Apple, et ça représente une catégorie ensemble. Est-ce que là-dessus, on est tous ensemble? On est tous d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Je peux créer un indicateur, un indice, pardon, que je peux appeler le nombre d'hommes issus ou nés en France qui sont devenus cadres en vivant aux États-Unis. Étant né entre, et je le fais chaque année, ou tous les mois. Et ça me fait un indice. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les indices n'ont pas de valeur physique. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est la plus grosse erreur que vous faites, c'est qu'un indice boursier n'est pas un indice. Un indice boursier est un indice, mais un indice n'est pas un indice boursier. Par exemple, si vous prenez, je crois que ça s'appelle le ZFW, la confiance des investisseurs en Allemagne, si je ne me trompe pas, c'est un indice. Mais ce n'est pas un indice boursier. Est-ce que vous comprenez? La lumière derrière moi gêne. Hop. Je pense que vous me verrez peut-être mieux comme ça. Est-ce que c'est clair cette définition que je viens de donner? Un indice boursier est un indice, mais un indice n'est pas un indice boursier. Pourquoi? Parce qu'un indice boursier, c'est autre chose. Vous, ce que vous m'avez défini, c'est ça. Un indice boursier, pour faire simple, c'est un groupe d'actions utilisé pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie. En général, un indice est constitué de plusieurs actions les plus performantes d'une bourse donnée. Par exemple, si vous prenez le Dow Jones 30, ben ça prend les 30 plus grosses capitalisations boursières américaines. Mais est-ce que vous savez que vous avez le DGI industriel, par exemple, ou suivant le secteur d'activité? En tant qu'indicateur de plusieurs actions, un indice boursier n'a pas de valeur intrinsèque. Un indice évolue donc de point en point et reflète les prix de toutes les actions et de ses actifs sous-jacents. Certains indices boursiers appliquent la même pondération à chaque action qu'ils composent, tandis que d'autres donneront plus de poids aux actions dont la capitalisation est importante. Notamment, si vous prenez la différence entre le Dow Jones 30, le Nasdaq 100 et le S&P, eh ben, dans certains des indices, c'est à pondération égale, et dans d'autres, pas du tout. Ça va être en fonction du poids des actions ou de la valeur intrinsèque de l'action. Concept des valeurs intrinsèques de l'action. L'action Amazon vaut pas loin de 3 000 $. L'action Tesla ou l'action Apple, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'elle vaut aux alentours des 200 $.
Donc, en valeur intrinsèque, l'action Apple est plus petite que l'action d'Amazon. Mais savez-vous pourquoi la valeur de l'action d'Amazon est de 3000? Est-ce qu'il y en a qui le savent pourquoi? Et pourquoi Apple n'est pas de 3000? D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, si vous êtes un peu intelligent, il n'y a pas longtemps, la valeur de l'action d'Apple, la valeur de l'action d'Apple n'était pas celle qu'on connaît. Exactement, ils ont fait un split. Amazon, est-ce que l'action Amazon a déjà fait un split? Voilà, vous comprenez? C'est ça quand je vois toujours des personnes vouloir trader les marchés américains, et puis vous comprenez même pas que Apple a splitté en août, par exemple. Tesla a splitté par 5. C'est quoi un split? Je ne sais pas. Google est votre ami, ce n'est pas le but du cours. Ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que la valeur numérique d'un indice est une construction arbitraire qui n'a pas d'intérêt en soi. Ça ne veut rien dire, DG30, 30 000 points. Ça ne veut rien dire en soi. L'intérêt de ces indices est de pouvoir mesurer sa variation, c'est-à-dire l'évolution moyenne des cours de l'ensemble des entreprises qui composent son indice. Pourquoi? On l'a dit ici. Pour évaluer soit un secteur, soit une bourse, soit une économie. Donc, en fait, ce qui va vous intéresser, ce n'est pas la valeur de l'actif. Exactement, c'est comme une unité de mesure. Ce n'est pas la valeur de l'actif qui vous intéresse. En fait, c'est sa variation relative qui va vous intéresser. Puisque le Dow Jones 30, il y a des personnes qui savent, dans les années 1800 et quelques, le Dow Jones 30, c'était combien de points? C'était même pas 1000 points. Même pas 1000. Lors de la crise de 1929, le Dow Jones 30 tombe à 41 points, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. 41 points, 1929. 100 ans plus tard, le Dow Jones vend 31 000 points. Donc, vous voyez que ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, vous, ce qui va vous intéresser, c'est la valeur relative. Comme par exemple, lors de la crise du Covid qu'on a eu au mois de mars 2020, on est passé de 29 000 points à 19 000 points. On a perdu 10 000 points et une variation de 30%. Pour ceux qui ne connaissent pas les plus grands indices boursiers, vous avez par exemple aux États-Unis, et ceci est une liste non exhaustive, pour les États-Unis, vous avez donc le S&P 500, le Dow Jones 30, Nasdaq 100, le Russell 2000, Russell 3000 qui n'est pas affiché. Pour l'Europe, CAC 40, FTSE 100, DAX 30, SMI par exemple. Pour la Russie, RTS Index, Nikkei 225, Hang Seng, Shanghai Index, et j'en passe, et des meilleurs. Normalement aussi, vous les avez comme ça ici, très facilement pour savoir le nombre d'entreprises qui composent votre indice, c'est-à-dire que généralement, c'est le chiffre qui est à côté ici, donc les 40 plus grandes valeurs de la bourse. Et d'ailleurs, il y a une faute sur la capture parce que le S&P, ce n'est pas de la bourse de Paris, mais c'est de la bourse de New York. DAX 30, les plus grandes valeurs, le MIB 40, FTSE 100, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autre point, comme je vous ai dit tout à l'heure que les indices sont là pour représenter soit la santé d'une économie ou la santé d'une bourse, on peut aussi comparer de temps en temps différents actifs. Et donc, on peut regarder comme ça, pareil, la variation, et on peut comparer différents pays dits similaires avec leur bourse. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Pourquoi on peut comparer, par exemple, l'indice boursier américain avec l'indice boursier français et allemand, mais ça n'a peut-être pas d'importance de le comparer avec celui du Brésil. Sur le cas de la France, avant qu'on aille un peu plus loin, vous connaissez tous le CAC 40, c'est ça? Est-ce que vous connaissez au moins le CAC 40? Qui veut dire? N'allez pas sur Google, répondez au plus vite. C'est pour vous. Cote action à action en continu et 40. Et nombre d'entreprises. Vous devez au moins connaître une de ces entreprises, techniquement.
Mettez-moi 40 dans le chat si vous reconnaissez des entreprises que vous connaissez. Peut-être Airbus, Renault, L'Oréal, Orange, Capgemini, Total, BNP, EDF, Lafarge, Vinci, Michelin, Carrefour, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais tout le monde connaît le CAC 40. Est-ce qu'il y a d'autres indices boursiers français? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous les connaissez? Euronext, FR100, enfin, voilà, SBF 120, Small, Middle Cap, il y en a qui savent. Donc, j'aimerais que vous me dites dans le chat, soyez très honnête, mettez-moi un dans le chat si vous les connaissez, mettez-moi un 2 dans le chat si vous ne les connaissez pas. Donc, SBF 80, SBF 120, CAC All Tradable, CAC Next 20, CAC Mid 100, CAC Small 90, CAC Mid et Small 190, CAC IT 20, CAC IT, CAC All Share. Encore une fois, à vous de voir si vous voulez vous enrichir dans ce domaine ou si tout simplement vous êtes là pour perdre votre argent et vous faire passer pour un Rockefeller sur les réseaux sociaux. À vous de voir. Je vous donne juste sur le marché français. Et sachez que c'est comme ça pour 90, c'est 90. Et sachez que c'est comme ça pour tous les indices boursiers. Tous les indices boursiers ont des sous-indices. Donc, si vous voulez vous spécialiser sur une économie, vous devez vous assurer de comprendre l'actif dans sa totalité, sa composition, le poids, la pondération aussi des actions, son économie, sa macroéconomie, sa microéconomie, ainsi que sa paire de devises associées. Vous n'avez rien à faire sur un indice si vous ne comprenez pas ça. Vous me direz ce que vous voulez, vous verrez, sur le long terme, vous ne serez pas rentable. Ce n'est pas possible d'être rentable, à part si vous tapez de l'intraday ou du scalp de temps en temps, mais vous allez voir que de temps en temps, le marché va vous mettre une bonne droite dans la corrective, un bon uppercut, parce que vous ne comprenez pas l'actif. Est-ce qu'il y en a qui traitent des actifs sans comprendre l'actif, qui traitent de DG30 et qui ne savent même pas ce que c'est le DG30, qui ne savent même pas la composition du DG30? Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont amoureux comment on appelle ça, des indices américains, Nasdaq 100, S&P, OK? Le DAX, moi, je ne comprends rien. OK? Est-ce que tu es rentable sur le DAX en permanence? Le DG30 juste en technique? Pourquoi je vous demande tout ça? À vous de voir. Mais pourquoi je vous demande tout ça? Pourquoi on leur accorde une si grande importance? Je vais vous donner juste un petit exemple. Je vous donne un petit exemple. Je ne traite pas les indices à cause de tout ça. Très bien, c'est bien au moins d'identifier que là-dessus. Je vous donne un petit exemple. Admettons en France, donc c'est juste comme ça, hein. On est en France, on a le top du CAC 40 là, 10 entreprises qui décident de supprimer 10% des emplois. Chez eux, 10% des emplois, je me rappelle, je crois que chez eux, ils représentent 360 000 emplois. Non, je crois que c'était 3,6 millions d'emplois. 3,6 millions d'emplois à peu près. Mais en gros, admettons qu'on a tous les mastodontes du CAC 40 qui décident de virer 10% de leur effectif. Bien entendu, ça cache que ça envoie comme indication. Bien entendu, ça envoie comme indication au CAC 40. Ça envoie tout simplement aux traders et aux spéculateurs, aux institutions, que si la majorité des entreprises françaises licencient 10% de leur effectif, c'est que ça ne va pas. Donc en France, la santé économique n'est pas bonne. Il y a peut-être une loi qui est passée, quoi, on s'en fout. Mais on comprend que le CAC 40 va être tiré à la baisse. Bien, quels sont les pays qui sont composés ou qui ressemblent à la France dans la zone euro? OK, on a la Belgique, on a l'Allemagne, Luxembourg. Dans la zone Europe, il m'en manque un. Zone Europe? Non. Espagne, non. 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 Suisse, non. Italie, non plus. Zone Europe. Merci. Royaume-Uni. Royaume-Uni, vous êtes d'accord avec moi que ce sont des pays qui sont similaires de par leur économie, de par la compréhension de l'économie, qui sont similaires à la France. Bien.
Si les éléments qui ont impacté la France, c'est des impacts au point qui est 10%, pensez-vous pas que cela va impacter le DAX 30 à la baisse et aussi le FTSE 100 à la baisse? Bien, mais tout ça, vous êtes d'accord que ça fait partie de l'Eurostock? Et l'Eurostock est aussi à la baisse. Et donc, du coup, si j'ai tout ça, moi, ici, en tant qu'investisseur, je ne suis pas investisseur sur les actions, mais moi, je suis investisseur Forex. Je vous ai dit quoi? Les indices me donnent une représentation de ce qui se passe et de la santé de l'économie. Donc ici, je sais d'avance que j'ai un XI qui va être faible. Et en plus de ça, plus BXI qui va être faible. Donc, si j'arrive dans ce cas-là avec un XI qui est faible, et ben, que j'arrive à identifier les éléments de la fondamentale qui ont fait, ma fondamentale ABC, qui ont fait bouger mes trois indices en négatif, j'arrive ici à obtenir sur le marché du Forex, par exemple, j'arrive à obtenir un euro, heure USD, et non, monsieur Dienda, vous faites n'importe quoi. Je ne vais pas le buy. Je vais le buy. Non, je vais le sell. Et ici, désolé. Et je sais qu'ici, je vais avoir un sell heure XXX ou un buy XXX heure. Est-ce que vous comprenez la logique? Juste à cause du chiffre du chômage, je me retrouve à avoir plusieurs impacts baissés. Et étant donné que le Royaume-Uni est touché aussi, donc ici, le trade à ne surtout pas prendre, c'est de s'amuser à prendre un sell ou un buy en heure GBP ou GBP heure, suivant le sens que vous voulez. Ça ne va rien vous rapporter, ça. Oui, c'était un peu technique, mais c'est pour ça que dans mon VIP, j'explique un peu les raisonnements qu'il y a derrière. Mais c'est pour vous faire comprendre pourquoi moi, je dis accord, et je ne suis pas un trader Forex. Mais moi, ça me permet de comprendre, parce que moi, ce type d'indication-là va me donner d'autres indications, et ainsi de suite. Et je vais bosser sur des secteurs ou aller faire du stock picking, aller chercher une action, et tout ça. Par exemple, je lis WIG versus WIG. Ça, c'est des gens qui ont été formés chez moi, qui comprennent la logique qui est derrière tout ce que je raconte. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est quoi? C'est que vous devez vous dire que les indices boursiers sont pour vous des marchés, des thermomètres de marché financier. C'est-à-dire que même si tu ne traites pas le Nasdaq 100, même si tu ne traites pas le CAC 40 ou le Nikkei 225, suivant les paires de Forex que tu trades, tu vas devoir accorder de l'importance à l'indice référentiel de la paire de devises sur laquelle tu trades. C'est-à-dire qu'elles vont te permettre de donc prendre la température du marché facilement sans avoir observé les observations de chaque société. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de regarder « Ah, est-ce que Airbus va bien? Ah, est-ce que Carrefour va bien? Ah, est-ce que L'Oréal va bien ?» Non, tu prends ton indice boursier, c'est lui qui va te donner la tendance de l'économie du pays ou la tendance sectorielle. En cela, ils peuvent être utiles aux financiers pour pouvoir effectuer des choix d'investissement, mais aussi à la conduite de la politique économique. Il n'y a pas que vous qui les regardez, il y a aussi les politiques. Et par exemple, l'envolée de l'indice boursier peut être l'indicateur d'une surchauffe de l'économie et pourquoi pas d'un risque de bulle. Notamment, moi, je traite beaucoup les actions aériennes. J'ai mon propre indice qui a été créé sur TradingView. J'ai un indice, je l'ai appelé indice aérien. J'ai mis le top 10 mondial et du coup, moi, je regarde ça tout le temps et c'est comme ça que j'arrive à avoir des bonnes performances sur, par exemple, sur du Air France, sur du Lufthansa, sur du Delta, parce que c'est les plus grosses. Mais en fait, je prends mon indice sectoriel personnalisé que j'ai créé parce que moi, j'ai compris l'importance de ça. Est-ce que tu as des exemples d'événements qui pourraient faire chuter un indice? Tout et n'importe quoi. Je rajoute tout ce qui amène de l'incertitude sur le marché fait soit baisser ou monter un actif. Donc, ce n'est pas qu'un indice. Dans le but de déterminer la tendance générale des marchés, plusieurs indices ont été créés. Et ces indicateurs boursiers mesurent la performance générale d'un marché ou d'un secteur, comme je l'ai déjà dit. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette première partie? Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un indice boursier, la slide la plus importante ici, c'est celle-là. Peu importe l'indice boursier sur lequel vous voulez trader,
Donnez-moi un indice boursier, par exemple, au hasard. OK. Peu importe si vous voulez trader le DG30, vous devez comprendre la totalité de l'actif, c'est-à-dire qui le compose. Hein, donc, des entreprises comme 3M, du Disney, du Visa, du Apple, par exemple. Euh, vous devez comprendre l'économie. On a le Covid, on a le changement de président. Euh, on a aussi l'hélicoptère monnaie là en ce moment. L'hélicoptère monnaie, vous devez comprendre les impacts de ça. Vous devez comprendre la macroéconomie, donc que c'est lié au dollar et que le dollar, c'est la première monnaie d'échange dans le monde, que tous les pays émergents ont des économies qui sont dollarisées. Vous devez comprendre la microéconomie, c'est-à-dire les taux d'inflation, les taux de chômage. Vous devez comprendre tout ça. Vous devez comprendre aussi les mécanismes d'offre et demande et vous devez comprendre comment le dollar, via le DXY, et le fait qu'il soit le premier échange mondial, comment il impacte le marché. Est-ce que c'est clair ou pas? Et bien entendu, les indices associés à côté pour vous aider à comprendre l'économie, Nasdaq 100, S&P, Russell 2000, etc., etc. Mettez-moi sur une échelle de 1 à 10 la difficulté de pouvoir trader le DG30. Ça, c'est si vous voulez bien trader bien. OK, 11. Ça, c'est si vous voulez bien trader. Donc, je ne dis pas que vous n'allez pas faire des performances. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que tout ça, vous allez pouvoir le comprendre sur un graphique. Et vous allez pouvoir comprendre les bougies, ce qu'elles veulent dire et leur représentation. Deux, les matières premières. Oui, Thibaut, derrière, en fait, c'est que de l'analyse fondamentale. Mais c'est le but de choisir de ce cours, de faire comprendre. Les matières premières. Est-ce que vous êtes prêts? Laissez-moi boire un peu d'eau. Est-ce que vous êtes prêts? On attaque la deuxième partie. La vanille, par exemple. Si tu veux, je pourrais donner l'exemple de ça. On commence? Allez, pareil, soyez prêts à écrire. Encore une fois, on va un peu plus vite, histoire que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que c'est qu'une matière première? Donc, je vous laisse écrire rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une matière première? C'est quoi une matière première? C'est une matière. Alors, c'est une matière non transformée, je ne suis pas d'accord. Ressources naturelles, je ne suis pas d'accord. Matière qu'on trouve dans la nature, oui. Une ressource épuisable, ouais, ça c'est vrai. Composition chimique qui permet de créer un produit une fois transformé. Lucas, définition très juste ça. Une matière nécessaire au quotidien de l'être humain. 50-50, 50-50, une matière qui va servir dans la création d'un produit. C'est pas mal. Petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Une matière première est une matière à l'état brut, extraite de la nature, notion de ressources naturelles, ou après collecte, ayant subi une première transformation sur le lieu d'exploitation pour la rendre propre à l'échange international, utilisée dans la transformation de matériel fin ou comme de source d'énergie. Si je récapitule, la matière première, c'est quelque chose qu'on utilise soit à des fins finies ou comme source d'énergie qu'on trouve dans la nature, qui peut être un produit transformé ou semi-transformé. Pour votre vocabulaire, une matière première est appelée aussi commodité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu, par exemple, dans les onglets MT4 ou MT5, commodities en anglais? C'est la même chose. Donc, commodities, c'est le mot pour dire matière première. Et vous avez un paquet de matières premières. Le pétrole, tous les produits agricoles, comme le blé, le riz, le maïs, mais pas que, le jus d'orange, le gaz, les minerais, les métaux, le sable, le verre, le potasse, caoutchouc, le porc, le bœuf, le poulet, enfin bref. Vous comprenez, le coton, en effet, café, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des matières premières. J'ai un petit tableau pour vous. Voilà, vous pouvez en faire une capture d'écran, vous avez le droit, vous le gardez dans votre coin.
on a ce qu'on appelle les hard commodities et les soft commodities. Donc, on a les énergies, hein, pétrole, fuel, gaz, diesel, essence. Et encore, je ne suis pas trop d'accord sur diesel et essence parce que diesel et essence sont des dérivés voilà, ici. Les deux ont pour base le pétrole. Les métaux précieux que vous connaissez très bien, or, argent, platine, palladium, les métaux industriels. Donc, c'est-à-dire que les métaux précieux n'ont pas la même application que les métaux industriels. Hein. Aluminium, cuivre, nickel, zinc, plomb, étain et tout ça. Et produits agricoles, soja, céréales, sucre, maïs, coton, café et bétail. Petite parenthèse que je n'ai pas mis dans le cours, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Ce sont des matières premières qu'on échange vis-à-vis de quoi? Exactement, vis-à-vis du dollar. Toutes ces matières premières sont échangées vis-à-vis du dollar. Raison pour laquelle, et aujourd'hui peut-être vous allez comprendre, pourquoi vous avez par exemple un truc qui s'appelle VTI USD ou XO USD ou XAG USD ou je crois que c'est Palladium XRP USD, si je ne me trompe pas, ici XCU USD et soja, c'est pareil, soya, en fait derrière c'est USD et coton que vous allez voir trouver sous coton, derrière c'est coton qui est coté par rapport à l'USD. XPT, 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 USD. Bien entendu, l'or peut être échangé en XO USD, en XO heure, en XO GBP. Notamment, là, je parle pour mes élèves, cours numéro 5 ou cours numéro 2 d'initiation. Je crois cours numéro 2 d'initiation, je vous ai donné un magnifique exemple sur comment le Brexit, vous avez un trade qui était tout trouvé sur comment on appelle ça, sur XOGBP. Bien entendu, vérifiez dans votre broker, peut-être que vous avez la possibilité de trader tout simplement des matières premières, non pas en dollars. Mais pourquoi le dollar? Et on revient en fait à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi le dollar? Parce que le dollar est la première monnaie d'échange sur cette terre. Et donc, de base, toutes les cotations sont faites par rapport au USD. Donc, ce qu'il y a à comprendre derrière, c'est qu'on est dans les cas de figure, en fait, on est sur des XXX USD pour la majorité des matières premières, puisque USD est la contre-valeur. Donc, quand on dit XO-USD, XO-USD, là, je crois qu'il est au moment où je fais le cours, il est à 18,60 ou 18,50, je ne sais pas, on s'en fout. 18,60. Donc, 18,60 pour USD 1. Voilà ce que ça veut dire en français. Donc, ça veut dire qu'une once d'or est échangée à 1860 $. Voilà ce que ça veut dire XO-USD. Est-ce qu'il y en a des gens qui viennent de découvrir quelque chose aujourd'hui ou pas? Donc, ça, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Ou que quand vous avez pétrole VTI, donc pétrole VTI, c'est-à-dire que pétrole VTI, c'est l'inverse. C'est l'inverse, puisque c'est USD exactement VTI. Pourquoi? En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on échange 60 $ pour obtenir un baril de VTI. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ce petit truc en astuce. Et ça peut vous permettre de comprendre tout simplement comment on échange les matières premières et les impacts que ça peut avoir. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contents. Sur certains brokers, c'est US Oil, mais US Oil, c'est la même chose, c'est la même logique. US Oil, ça a beau être mis comme ça. US Oil, et si tu vois que US Oil, il est à 60 $, comme on dit, voilà. Et regardez, on dit quoi? Un baril de pétrole est à 60 $ et une once d'or est à 1800 $. C'est la même chose. Donc voilà, il faut juste le dire en français, ça va vous aider. Et donc tout ça, comme on fait des échanges, quel est le concept économiste de base que vous devez comprendre lorsque vous tradez les matières premières? Oh non, j'ai une attaque de russe. Hop.
supprimer et je verrouille la salle. Est-ce que tout le monde m'entend? Exactement, c'est le concept d'offre et demande. Donc, quand vous travaillez sur les marchés financiers, et notamment sur les matières premières, vous devez comprendre le concept d'offre et demande. Ce sont des marchés qui sont extrêmement volatiles du fait de ces rapports qui fluctuent, des conditions météorologiques ou géographiques et politiques qui influent sur leur cours. Autrement dit, quand certaines bourses, Londres ou Chicago, vont coter les matières premières, ben les autres sont soumis au marché de gré à gré. Vous savez ce que c'est le marché de gré à gré? Pour faire très simple, le marché de gré à gré, c'est quand je suis au Congo, j'achète du pétrole en Angola, eh ben, le pétrole angolais n'est pas coté, il est coté à aucune bourse. Et du coup, on va utiliser la cotation et en termes de... Mais je vais l'expliquer un peu plus tard. Mais en gros, je fais du gré à gré là. J'achète au gré à gré. Gré à gré, c'est comme quand vous allez à Carrefour. Vous faites une transaction de gré à gré. Quand vous achetez du blé à Carrefour, vous n'allez pas à la bourse de Paris, vous l'achetez à Carrefour. C'est le même principe. Quand les cotations ne sont pas, en gros, c'est de l'achat en direct exactement, ou des marchés qui sont un peu plus restreints. Pareil, même chose ici. Avant de vouloir trader une commodité, vous devez vous assurer de comprendre dans sa totalité l'actif, son économie et sa fondamentale liée, ainsi que tous les problèmes sous-jacents qui peuvent être derrière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou je vous fais un petit exemple? Un exemple que vous avez tous vu il y a quelque temps. Je vous fais un petit exemple. Si par exemple on prend le cas, l'or c'est trop facile parce que tout le monde voit l'or, mais prenons le cas du pétrole. Si on prend l'exemple du pétrole, notamment si on prend le pétrole US, c'est simple, le pétrole US ou le pétrole mondial est calqué sur le pétrole US et un peu sur le pétrole, le baril de Brent sur le pétrole européen. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le pétrole US, eh ben, le pétrole dans le monde, c'est la première source d'énergie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne avec le pétrole? Les voitures, les avions, les bateaux. Pourquoi? Parce que tout ça, ça nous permet de nous déplacer. Donc, les déplacements, que ce soit du fret ou du privé ou du professionnel. Bien, il n'y a pas longtemps, on a eu un truc là qui s'appelle Covid, c'est un Covid ça, qui est venu, qui a empêché les mouvements des êtres humains. Pas de mouvement sur la Terre. Donc du coup, je me retrouve avec, habituellement, j'ai une offre ici et j'ai une demande qui est là, ça nous sort un prix. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Maintenant, du jour au lendemain, on n'a plus de mouvement. Donc, du coup, ma demande qui était ici, ma demande arrive là. Si ma demande arrive là et que j'ai toujours mon offre qui n'a pas bougé, c'est simple. Le prix, ça vaut 0. A plus B. C'est la même chose, c'est ce concept-là. C'est vulgarisé, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand vous tradez une matière première, vous devez comprendre surtout sa fondamentale. C'est le plus important. Vous voulez acheter du soja? Pas de souci. Vous voulez devenir un expert sur le soja? Pas de souci. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les risques, quelles sont les craintes. Donc, il y a les risques, les avantages et il y a aussi la spéculation. Et il y a l'eau qui arrive. L'eau va être une matière première tradable. Si vous voulez trader l'eau, ne venez pas sur ce marché de l'eau en se disant l'eau va être une denrée rare et puis, oui, le pétrole, j'ai 30 ans. Depuis que j'ai 10 ans, depuis les années 2000, j'entends quoi sur le pétrole? Le pétrole est une denrée rare, le pétrole va s'arrêter dans 40 ans, il n'y a plus de pétrole. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a. Hein. Donc, allez-y. Hein. Mettez-moi un dans le chat si vous avez compris ce que je veux vous dire. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a, allez-y. Et c'est pas parce que le pétrole on aura moins de pétrole et du coup, on aura moins de pétrole et du coup, les prix vont monter. C'est faux.
puisque comme les gens ont spéculé, il y a une spéculation sur le pétrole et la bulle a éclaté en 2014 où je crois qu'on échangeait un baril de pétrole pour l'équivalent de 130 dollars, je crois, si je ne me trompe pas. En 2020, on est aux alentours des 50-60 dollars. On me dit 140 même. Est-ce qu'entre 2020 et 2014, il y a moins de pétrole sur la Terre? Peut-être. Mais aussi, on fait très attention à l'offre. En 2014, il y avait très peu de pétrole de schiste. Enfin, si, il y en avait, mais pas comme aujourd'hui. Donc, la chose que vous devez comprendre sur n'importe quel marché des matières premières, vous devez surveiller l'offre. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une nouvelle qui arrive? Est-ce que subtilement on est en pénurie? Voilà. Et la demande, pareil. Est-ce que la demande, elle est constante, elle descend, elle monte, ou brutalement? Et vous devez avoir tous ces paramètres-là en permanence. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire par là, ne rentrez pas sur le pétrole parce que vous voyez une épaule tête épaule, j'ai une cassure ici, boum, je vends le pétrole. La probabilité de faire ça, c'est que tu fasses n'importe quoi. Et sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Sur le long terme, vous n'êtes pas rentable. Et vous devez comprendre votre actif. Mettez-moi un 2 dans le chat si vous avez compris ce que je vous raconte ou pas. Les avantages de trader les matières premières, c'est que vous participez aux opportunités de croissance mondiale. C'est-à-dire que si vous vous placez sur des actifs qui sollicitent la croissance mondiale, vous allez profiter tout simplement de la même impulsion. Potentiellement, avec les matières premières, vous allez lutter contre l'inflation et contre les taux de change. Par exemple, taux de change, on n'a qu'à prendre le cas du Brexit. Si vous regardez GBP Heure, et vous comprendrez ce que je veux dire. Et les rendements sont indépendants des autres marchés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le marché des actions, des indices et du Forex est très lié. Vrai ou faux? L'exemple que j'ai donné, par exemple, tout à l'heure, vous montre de manière très simple que ces trois marchés sont très liés. Le marché des actions, des indices et du Forex est très lié. Les marchés des matières premières ne sont pas du tout liés à ça. Le marché du café n'est pas lié à ça. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais là, on vient d'avoir la crise du Covid. La crise du Covid a atteint tous les marchés. C'est pour ça qu'on appelle ça une crise. Mais on a le pétrole qui est indépendant de ce qui se passe, l'or qui est indépendant de ce qui se passe, le palladium, et ainsi de suite, et d'autres matières premières sont indépendants. Mais est-ce que le dollar peut avoir un impact sur les matières premières? Mais absolument. Pourquoi? Parce que tout est échangé en contre-valeur. Avec quoi? Si vous avez suivi, avec le dollar. Exactement. Avançons un peu. Inconvénient, c'est que c'est soumis à des fortes fluctuations de valeur. Vous avez des risques de contrepartie pour certains actifs, et ça, je vais en parler dans quelques minutes. Dans des cas extrêmes, la liquidité peut être très réduite, c'est-à-dire que vous voulez vendre votre actif, il n'y a pas de liquidité. Vous voulez acheter, il n'y a pas de liquidité. Il n'y a rien qui se passe. Les liquidités sont très faibles, donc vous ne pouvez pas venir mettre des lots de forains ou vous ne pouvez pas vendre vos positions quand vous souhaitez les vendre. Alors, ce n'est pas forcément valable pour le CFD, mais il faut en être très conscient pour comprendre comment le marché fonctionne. La plupart d'entre vous, vous tradez en CFD et c'est pour ça que vous ne comprenez pas les liquidités ou comment le marché fonctionne. Comme j'aime bien dire, ce sont les institutions qui font bouger les marchés, mais les institutions s'en foutent de nous. Nous, on ne sert qu'à payer la climatisation des nouveaux serveurs ou de payer la conciergerie des chemises des traders de Goldman Sachs ou de la BNP. Ils se bouffent de l'argent entre eux, au fait. Et quelquefois, les marchés sont opaques et non transparents. Notamment ceux qui traitent sur le pétrole, vous n'avez pas la possibilité de savoir ce qui se passe à l'OPEP, par exemple. Qui ne s'est jamais fait stop-losser à cause d'une réunion de l'OPEP ou à cause d'un démenti de l'OPEP qui a envoyé les gens dans une direction pour aller ensuite à droite? Mettez-moi un dans le chat si c'est déjà arrivé.
En plus, eux, ils font des réunions, on ne sait même pas ce qui se passe, ça sort comme ça. Exactement, on appelle même ça le cartel le cartel du pétrole. Exactement. Et c'est valable sur n'importe quelle matière première. Et pour mieux comprendre encore mieux ces marchés, là, je vais vous demander de vous accrocher. Donc là, on fait une petite pause pour bien comprendre le marché des matières premières. Donc, avant même de vous mettre sur le marché des matières premières, vous devez comprendre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a deux marchés sur toutes les matières premières. Il y a un marché physique et il y a un marché spéculatif. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous me suivez? On fait une pause ou on continue? En replay, tu peux mettre une pause si tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a un marché physique et on a un marché spéculatif. Et du coup, sur ces deux marchés-là, il va falloir complètement les comprendre pour pouvoir comprendre pourquoi il y a deux marchés et les mouvements qui vont être incités et créés sur ces différents marchés. J'ai dit beaucoup de fois le mot marché, je suis désolé. Donc, comme on vous dit, il y a le marché physique. Donc, c'est le lieu où la matière première s'échange physiquement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a, si on prend le cas du pétrole, eh ben, on a différents tarifs. Donc, cette capture-là a été faite au moment où le VTI valait aux alentours de 20 et quelques dollars, 20, 28 dollars, vous savez, aux alentours du mois d'avril. Si vous remarquez bien, on a différents tarifs. Donc, on a le tarif du VTI. Je n'ai pas compris, il y a un chat général, Julien, je n'ai pas compris. Si vous regardez bien, donc on a le pétrole de l'Oklahoma ici, qui est très proche, celui-là c'est un prix qui est très proche du VTI. Mais vous voyez, dans le Nebraska, on n'est pas à ce tarif-là. Dans le Wyoming, encore moins. Et en Arabie Saoudite ou au Nigeria, on a des tarifs qui sont différents. Et là, ça ne vous surprend pas, ça? Ça ne vous surprend pas? Depuis que vous tradez, on vous dit le VTI, c'est le prix du pétrole. Et là, je suis en train de vous montrer qu'au moment de la capture, on devait sûrement avoir un VTI aux alentours des 22 dollars. Aux alentours des 22 dollars. Et pourtant, j'ai plusieurs tarifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée ça? De manière très simple, il y a d'abord ça. L'offre et la demande. Toujours. Encore une fois, l'offre et la demande qui est gérée par les principaux acteurs. Deuxièmement, comme on a pu le dire, oui, il y a le coût de l'exploitation et il y a aussi la qualité du pétrole qui fait qu'on va se calquer sur le prix d'un actif. Je l'explique un peu plus loin. Donc, comme on a dit, on a le marché physique et puis on a le marché spéculatif qui utilise les contrats à court terme. Est-ce que vous savez ce que c'est que les contrats à court terme? Encore une fois, certains diront, je n'ai pas besoin de ça pour trader, pas de souci. Mais il y a une chose très importante que beaucoup de traders ne comprennent pas, c'est cette fameuse phrase, vous savez, quand vous entendez « Ah, les contrats arrivent à terme ». Vous n'avez jamais entendu ça? Ce mois-ci, les contrats sur tel actif arrivent à terme. Hein? Et donc, vous tradez des actifs dont vous ne comprenez même pas le fonctionnement. Donc, ça permet de quoi? Et ça, c'est la spécificité des matières premières. Il manque un S, des matières premières et des matières agricoles. C'est tout simplement que tout le monde peut le vendre sans le livrer et tout le monde peut l'acheter sans le prendre. Quand vous regardez comme ça ici, c'est notamment cette notion-là ici de futur. Quand vous avez le mot futur derrière quelque chose, c'est que principalement, ce sont des marchés à terme. Pourquoi? Pourquoi on a fait ça? En d'autres mots, un marché à terme, c'est acheter à une date donnée, à un prix clairement défini avec livraison, dans un moment X. Je vous le donne dans un autre exemple. J'achète du pétrole le 1er janvier à un prix clairement défini pour qu'on me le livre le 1er juin dans 6 mois. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ou la notion d'un contrat à terme? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ça ce que ça permet de faire un contrat à terme. C'est juste ça.
Prenons l'exemple du pétrole. Donc là, accrochez-vous parce que si vous n'êtes pas assez bon, pour les gens du VIP, vous mettez pause ou replay, vous buvez un café. Pour ceux qui sont avec moi, vous vous armez de courage. Donc, le marché à terme, j'ai un vendeur qui est ici, sur le marché à terme, donc le marché spéculatif. Le vendeur, lui, son intérêt, il veut vendre dans un mois. On a le marché physique qui est régi par l'offre et la demande à l'instant T, à n'importe quel moment. Et on ne sait jamais quelle est l'offre et la demande sur le marché physique. Par exemple, la personne qui va vendre le pétrole dans un mois, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne sait pas l'offre qu'il y aura dans un mois. Et donc, ce qu'elle va faire, comme elle ne sait pas à quel prix on va être, elle va aller prendre un acheteur et l'acheteur va lui garantir tout simplement que dans un mois, ils vont avoir un contrat entre eux et l'acheteur va, ils vont avoir un contrat entre eux et l'acheteur va vendre son pétrole à 30 $ et il va s'engager. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Donc, on établit un contrat entre les deux personnes et il n'y a pas de baril physique. Il y a juste tout simplement un contrat qui dit que les 30 $ ici, dans un mois, lui donnera l'argent. On arrive à J plus 30 et on regarde maintenant le marché, la valeur sur le marché. On regarde la valeur sur le marché et dans notre exemple sur le marché physique, on se rend compte que l'offre et la demande fait que on a un marché qui cote à 25 $. Problème, on a établi un contrat avec un acheteur à 30 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a un problème? Donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les 30 $ se retrouvent du côté du vendeur et lui, il veut vendre son baril, mais l'acheteur lui dit, écoute, moi, je n'ai pas envie de t'acheter le baril à 30 $, mais tu t'étais engagé à me le vendre à 30 $. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te rendre ton contrat. Toi, tu vas aller sur le marché et les gens qui vont demander, tu vas leur vendre directement. Tu leur vends à 25 $, mais le vendeur, il n'est pas content. Parce que le vendeur, lui, a signé un contrat où, tout simplement, on lui a dit qu'on lui achète des barils à combien? 30 $. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a un manque à gagner de 5 $. Qui paye ce manque à gagner? Si vous avez suivi. Ce n'est pas le vendeur, puisque l'acheteur s'est engagé à lui acheter les barils à 30 $. Et il lui dit, moi, je ne vais pas te les prendre, donc toi, va les vendre sur le marché. Il les vend à 25 $. Mais du coup, il y a un manque à gagner. Et bien, en fait, c'est l'acheteur qui devra fournir les 5 $ par baril. Et donc, lui, au final, il a vendu son cas ici. Et dans le cas de figure où, au lieu qu'on soit à 25 $, on est à 35 $, du coup, quand on arrive à J plus 30, l'acheteur, il refait le coup de téléphone. Ah, mais écoute, moi, je ne veux pas de tes barils. Vas-y, toi, va les vendre sur le marché. Lui, il va les vendre sur des marchés, il les vend à 35 $. Mais l'acheteur s'était engagé à lui acheter à 30 $. Du coup, il y a un excédent de 5 $. Et les 5 $ vont dans la poche de qui? Non, pas dans la poche du vendeur, dans la poche de l'acheteur. Puisque l'acheteur et le vendeur se sont entendus pour qu'il ait ces 30 $. Au fait, quoi qu'il arrive dans un marché à terme, le vrai gagnant, c'est le vendeur. Parce que dans son contrat à terme, il a un contrat qui fait que lui, il aura ses 30 $. L'acheteur sur le marché spéculatif, son but va être d'anticiper l'offre et la demande pour qu'il puisse faire une plus-value. Il s'engage avec le vendeur à 30 $ et va espérer ou va pousser le marché pour qu'il fasse une plus-value. Et donc, vous avez spéculé. Est-ce que vous avez compris ce mécanisme qui est en permanence sur le marché du pétrole, sur le marché de tous les futurs? Pourquoi l'acheteur paye le manque à gagner qu'il a acheté au vendeur directement au lieu de lui vendre lui-même sur le marché physique? La raison, c'est que l'acheteur peut être un vendeur
Et l'acheteur, c'est un trader. L'acheteur, c'est vous ou c'est moi à la maison. Et qu'est-ce qui vous vous à la maison, est-ce que vous avez besoin, vous avez acheté des pétroles sur un contrat à terme, vous achetez par exemple 200 000 barils, mais les 200 000 barils, vous ne voulez pas les prendre, mais vous avez pris un contrat parce que vous avez expecté, vous avez attendu ce cas de figure avec la plus-value. Sauf que le marché se retrouve dans ce cas-là, et donc du coup, les vendeurs se retrouvent à vendre. Je vous laisse imaginer le cas de figure quand on a eu ici le pétrole sur le marché réel qui a valu 0 et l'argent qu'il a fallu donner aux acheteurs et l'argent que les vendeurs ont perdu. Et au final, on se retrouve avec même mieux que ça. On se retrouve avec un pétrole négatif. On est parti chercher les moins 53 ou moins 43 $, je crois, au record. Ça voudrait dire que les acheteurs ici ont fait l'inverse. Les acheteurs ont payé les vendeurs pour qu'ils gardent leur pétrole à perte sur un contrat où ils perdent de l'argent. Tellement personne ne voulait du pétrole. Et ça a fonctionné depuis le début de la bourse parce que les contrats à terme permettent de faire une seule chose, ça permet de réduire l'incertitude. Or, qu'est-ce qui est le plus important sur un marché spéculatif? C'est quoi? C'est exactement, de réduire l'incertitude. Donc, le vendeur, lui, techniquement, il s'assure que dans 30 jours, dans 60 jours, dans 80 jours, il aura vendu son baril à tel prix. Et l'acheteur, son simple but, ça va être tout simplement, il achète à 10 €. Dans 30 jours, il faut qu'il se débrouille pour qu'il soit à 11 € ou à 12 €. C'est aussi simple que ça. Et en effet, je le vois, ça permet en fait d'avoir de la confiance. Et quel est le lien, notamment sur le marché du pétrole? Quel est le lien? Quand vous avez le VTI, quand on a spéculé sur le VTI, le VTI se vend au tarif du VTI à Oklahoma. Mais par exemple, le pétrole mexicain, on va prendre un barème et on va dire que le pétrole mexicain, tout simplement, en termes de pourcentage, ici, il est pur par rapport au VTI, on va aller chercher, par exemple, 70%, il est 70% pur du pétrole du VTI. Donc, si le VTI vaut 100 $, le pétrole mexicain vaut 70 $. Et c'est ce qui explique aussi avec les coûts d'extraction, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment ici. Est-ce que ça vous va comme explication de comprendre les différences que vous pouvez avoir, notamment sur ces différents marchés? Le cours est pratiquement fini parce que j'ai expliqué pour les matières premières et pour les indices boursiers. Je pense que c'est déjà assez lourd. Là, on approche pratiquement les 1 heure. On va juste terminer parce que normalement, c'est une série de cours sur les deux actifs. Et donc, vous allez avoir 10 commandements, un truc qui est très important pour le braqueur. Ce que j'appelle le braqueur, donc c'est le trader qui est là pour prendre de l'argent sur les marchés financiers. S'il vous plaît, vous vous focalisez sur un seul actif si vous voulez être performant. Trop de fois, je vois des traders vouloir trader le pétrole, le gaz, l'or, patati, patata, l'argent, l'orange, la vanille. Focalisez-vous sur un seul actif. Vous en prenez un, celui que vous voulez, celui avec lequel vous avez le plus d'affinité et vous cherchez à le comprendre. Il faudra arrêter de trader d'autres actifs. Il n'y a pas de manque d'opportunités sur les marchés, il y a des opportunités partout. Deux, vous ne venez pas sur ces marchés-là en dessous des 1 000 €, sincèrement. Ce cours n'est pas sur les paires de devises, j'ai parlé des matières premières et des indices. Donc, venez sur les marchés financiers avec plus de 1 000 €, notamment sur ces marchés-là, à cause de la volatilité. 3, venir sur une stratégie, c'est-à-dire avoir des types de trades. Est-ce que vous faites de l'intra, du scalp, du swing, du court terme, du hedging, avoir des TP, alléger, clôturer. 4, avoir une notion de temps. Ça sert à quoi de toujours trader, par exemple, le DG30 à 22 h ou à 22h30? À quel moment de la journée? Quand ne pas trader? Quel jour ne pas trader? Par exemple, ne pas trader le pétrole mercredi à 16h30 ou à 17h30, juste avant les résultats. Donc, vous voyez que ce n'est pas logique. Trader pour travailler. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être rentable et ça va exiger d'être
rentable, il va falloir travailler de manière constante et d'être responsable et d'encadrer son activité. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. J'ai du mal à comprendre que certains traders ne puissent pas trader. Oui, moi, je suis un expert du gold. Moi, je suis chaud sur le gold. C'est quoi un marché à terme? Pas de réponse. Ouais, le gold, il permet de faire quoi? Il permet de se protéger contre l'inflation. Oui, mais. Oui, c'est une valeur refuge. Oui, mais. Allez beaucoup plus loin que ça. 6. Avoir des objectifs. Volo, TP, prise de gain doivent être respectés impérativement votre stratégie. J'aurais dû mettre le 7 avant le 8. Respecter son risque-reward et son money management. Comme en bullish, comme en bearish. 8. Avoir un plan de secours. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous tradez sur le gold, vous devez savoir que il y a beaucoup d'éléments qui le font bouger. Et donc, vous devez vous dire si l'actif va ou va dans tel sens. Vous devez avoir ça. 9. Adapter sa position. C'est le marché qui a raison, ce n'est pas une guerre d'ego. Quand vous êtes trompé, quand vous êtes à l'envers, vous coupez votre trade, vous revenez sur terre et vous vous dites qu'est-ce que j'ai loupé dans mon analyse. 6, c'est avoir des objectifs. Et le point numéro 0, avoir un plan de trading avant tout ça. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas trader comme ça. Ne pas suivre son plan de trading en trading, c'est abandonner le rêve de son indépendance financière en trading. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous donnais, mais c'est comme ça. Bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout ou ceux qui sont en replay, qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonus. Le broker. L'importance pour trader les matières premières et les indices boursiers, c'est encore plus important que sur le marché du Forex. Parce que vous devez être sûr que vous tradez avec un broker qui est ségrégué, ne pas mettre un effet de levier qui est énorme, voir comment le broker vous vend l'indice ou la matière première. Notamment, vous avez pas mal de brokers qui vous vendent très mal l'argent ou qui vous vendent très mal le palladium. Avoir un broker qui est enregistré ou une licence, parce qu'il y a des brokers qui ferment et qui se barrent avec votre argent, et notamment quand vous êtes en B-book, après c'est bizarre. Avoir un broker qui est accessible. Par exemple, moi je suis chez Vantage, c'est pas accessible. J'ai plus de 5 chiffres qui sont bloqués chez Vantage, ça fait plus de 6 mois et c'est compliqué. Et dernier gros point, fuyez les bonus autant que possible. Fuyez les bonus autant que possible parce que ça veut dire que c'est un broker qui vous donne de l'argent qui sait qu'il va le récupérer. Le plus important de comprendre sur ce cours, c'est que la fondamentale agit, la technique applique. Si un cours bouge sur un marché, c'est toujours et uniquement et à cause de la fondamentale. S'il y a des mouvements qui sont inexpliqués, après, vous allez chercher la technique. J'espère que pour moi, ce cours vous a aidé, que vous savez ce qu'il vous reste à faire et regardez les prochaines vidéos.